quelle est la teneur de la critique qu'Hartmut Rosa, le sociologue marxisant héritier de l'école de Francfort, adresse à la Chine de Xi Jinping? Je vous propose de continuer un petit peu la lecture commencée dans le précédent podcast de Résonance et aliénation et de Remède à l'accélération, deux ouvrages dans lesquels nous voyons comment le philosophe sociologue s'inspire de la Chine et s'intéresse à la Chine, spécialement sur cette question du temps. Alors, l'impérialisation de la présidence chinoise par la suppression des limitations de mandat présidentiel acté par le 19e congrès du PCC, a inscrit la politique chinoise dans un avenir de long terme, alors que le retour d'un confucianisme millénaire l'associe à un passé de longue date. Hartmut Rosa le remarque, poétiquement, en décrivant la Chine de 2017 comme un pays où l'on peut, je cite, « vieillir de plusieurs centaines d'années en 25 ans ». Et cela, continue-t-il, résume bien le sentiment qu'on y a de l'existence. Fin de citation, vous trouvez ça dans Remède à l'accélération, page 41. S'il existe encore quelque chose comme une frénésie du court-termisme, elle prend, en Chine, un sens différent de celui qu'on lui connaît dans les sociétés capitalistes. Hartmut Rosa note à minima que la valorisation du lien clanique et familial est un facteur de résonance et y joue comme un antidote aux effets insécurisants de l'accélération. Il remarque en effet que, je le cite, 95% des jeunes ont de leur famille l'image d'un port de résonance sûr. Fin de citation. La question s'était posée à Marx dans la troisième partie du manifeste, comme Michael Lowy l'a fait voir dans un article intitulé « L'indigénisme marxiste » de José Carlos Mariátegui, de savoir si les sociétés précapitalistes, telles que la commune russe par exemple, constituent des formes sociales qui peuvent permettre un dépassement du capitalisme. Cette hypothèse se serait incarnée dans le communisme inca de Mariátegui, et on peut se demander si le socialisme à la chinoise, de Deng Xiaoping à Xi Jinping, caractérisé par le retour des valeurs traditionnelles confucéennes, n'en fournit pas une autre version possible. Ce néo-traditionnalisme ne signifie pas nécessairement un retour à la lenteur manifeste de la société chinoise médiévale ou ancienne. Si la résonance est bien le remède à l'accélération, selon la formule d'Hartmut Rosa souligne qu'elle n'est pas forcément synonyme du slow, de la lenteur. Il observe ce paradoxe subtil qu'à Shanghai, où tout est rapide, je le cite, les gens, eux, paraissent lents. Fin de citation. Il oppose donc à la lenteur objective une lenteur seulement apparente ou ressentie. Je le cite encore. Comparez par exemple à New York, avec sa circulation tapageuse, le hurlement ininterrompu des sirènes, la musique qui mugit partout. Shanghai a presque tout d'un monastère. Et ce lieu est comme une oasis de silence. Fin de citation. Vous trouvez cela donc dans le Remède à l'accélération, page 59. Cette lenteur et ce silence nous désaliénerait, selon Hartmut Rosa, nous désaliénerait des valeurs bourgeoises de la rentabilité à court terme, du progrès ou de la compétition qui bouleverse l'ordre raisonnable des priorités morales d'une vie bonne, de cette vie bonne qui est si chère à Hartmut Rosa. Je le cite, « Au quotidien, la majorité de nos actions ne sont pas guidées par nos valeurs, mais par nos agendas. C'est le cadre temporel qui nous pousse à agir, ce sont les dates limites qui nous donnent nos priorités, ce ne sont pas forcément les plus importantes, mais les plus pressantes. » Fin de citation. Hartmut Rosa diagnostique cependant une certaine contamination de la modernité bourgeoise dans l'objectif chinois d'être numéro un, je le cite, obsessionnel pour lui dans la jeunesse chinoise et impitoyable, dit-il aussi. Non sans un antidote, aux contraintes du calendrier politique de modernisation censé répondre aux urgences les plus pressantes, il y a une Chine génératrice de sens à long terme, collectivement mobilisée autour de la réalisation du deuxième objectif de centenaire,
la modernisation, Xiandaihua en chinois, portée par la civilisation, Wenming, et par l'harmonie, Hexie. Hartmut Rosa le reconnaît à demi-mot dans cette observation paradoxale, je le cite, « Est-il possible que les gens aient le temps ici, qu'ils se le laissent, alors que le pays tout entier suit le cap d'une modernisation record ?» Bon, l'analyse d'Hartmut Rosa est nuancée. D'un côté, un certain rapport au temps qui tend à montrer que la Chine est en quelque sorte en voie de désaliénation, mais d'un autre côté, c'est un pays capitaliste. Alors, si ce qui caractérise le rapport de production capitaliste se trouve dans la marchandisation de la force de travail et l'extorsion de la plus-value décrite au livre 1 du Capital, alors la question d'un dépassement réel du capitalisme, effectivement, demeure en Chine. Le travail salarié n'a pas plus été aboli en Chine qu'en URSS, et cette abolition du travail salarié n'est pas une hypothèse de la doctrine Xi, pas du tout. Il y a donc toujours un prolétariat qui travaille pour le capital privé ou pour l'État, mais qui travaille toujours pour échanger sa force de travail contre un salaire, c'est-à-dire en termes marxistes, pour être exploité. Sous cet angle, on peut donc considérer que le socialisme à la chinoise perpétue la mystification du rapport de production capitaliste. Tant que les rapports de domination se perpétuent, peut-on véritablement considérer que le peuple est, comme le dit Xi Jinping, maître chez lui, Dang Jia Zhu? On peut en douter. Tant que la propriété privée des moyens de production et le marché du travail n'auront pas suffisamment décliné, qu'ils n'auront pas laissé suffisamment de place aux échanges de services non marchands, on pourra douter, avec Xi Jinping lui-même, du succès de la tradition socialiste. Dans le discours du 9 juin 2014, Xi Jinping la qualifie en effet comme profondément insatisfaisante. Lui-même. Il dit qu'elle consomme beaucoup de facteurs de production, qu'elle est énergivore. Elle n'est pas satisfaisante pour ces deux raisons fondamentales. D'abord, elle aliène une quantité importante de la population chinoise à un travail productif, humainement peu enrichissant. Et elle tend à soutenir un modèle de développement capitaliste écologiquement ruineux, insoutenable à long terme pour une population de plus d'1,3 milliard 1,4 milliard d'habitants. Je cite, « Il est inimaginable que nous consommions autant d'énergie. L'ancienne voie est une impasse, dit Xi Jinping lui-même dans La gouvernance de la Chine au tome 1, page 143. » Différence fondamentale tout de même, où le capitalisme n'aurait pu voir qu'un obstacle à surmonter, le socialisme voit une impasse. Selon le mot de Xi Jinping. La voie précédente, ouverte par Deng Xiaoping, fut celle d'un développement industriel extensif des moyens de production et de la consommation des ressources naturelles. Elle aboutirait désormais, selon Xi Jinping, à une impasse, je reprends le mot et j'insiste, une impasse pour le peuple et pour la nature. Donc le communisme de Xi Jinping, quels que soient les compromis qu'il fait avec les forces capitalistes, convertit cette mauvaise conscience en un éco-socialisme qui se confronte aux objections de la théorie critique sur l'aliénation. Et nous verrons, mais je vous donne rendez-vous pour un futur podcast sur cette question, quels sont les moyens concrets, les leviers concrets de la politique éco-socialiste de Xi Jinping. C'est tout pour cet éclairage d'Hartmut Rosa sur la Chine et les réflexions qu'il m'a suscitées. Je vous donne rendez-vous pour de prochains podcasts consacrés désormais à la question de la souveraineté et de la démocratie socialiste. Belle journée en attendant, belle journée à tous.